en situation de travail. Et donc, nous, on connaît les SAE. Et donc, pour vous en parler, là aussi, on a deux experts qui vont témoigner. Alors d'abord, Najia Attaf, qui est chef de projet innovation et ingénierie projet formation pour l'OPCO, pour un OPCO qui est l'OPCO AFDAS. Et donc, qui va à la fois nous expliquer ce qu'est la FEST et puis nous donner un exemple de mise en application. Hein. Et puis ensuite, on passera sur les SAE. Alors avec Jean-François Denain, qui est... alors vous avez vu le président tout à l'heure. Maintenant, on a le directeur de la centrale pédagogique des IUT et qui va nous parler des SAE et nous donner quelques exemples. Hein. Donc, je vous laisse juste à appuyer là-dessus. Ok. Après, je peux appuyer aussi sur Entrée si vous voulez, vous êtes comme vous le souhaitez. Est-ce que vous m'entendez déjà? M'entendez bien? Très bien. Merci à vous de me donner la parole et de me donner l'opportunité de pouvoir parler de cette modalité de formation qui est pleine de promesses, qui est la FEST. Donc maintenant, vous savez ce que signifie cet acronyme, donc je n'ai pas trop besoin de le définir, mais au cas où, donc c'est Action de formation en situation de travail. Donc avant toute chose, je vais peut-être me présenter et présenter la structure que je représente aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis Najia Attaf, donc je suis chef de projet au sein de l'AFDAS, qui est un opérateur de compétences qui représente 31 branches qui sont réunies, regroupées au sein de certains secteurs d'activité. Donc il y a plusieurs secteurs d'activité que je ne vais pas tous vous nommer, mais il y a notamment la culture, l'audiovisuel, le sport, qui sont des vraiment gros secteurs, et les agences de mannequins aussi, qu'on oublie, mais qu'il est bien aussi de citer parfois, puisqu'on ne les cite pas forcément toujours. Donc la particularité et la communication, la publicité, la presse, voilà, les loisirs créatifs. Il y a pas mal effectivement de branches qu'on représente. Il y a le tourisme aussi. Voilà, donc la spécificité de l'AFDAS par rapport aux autres opérateurs de compétences, c'est qu'effectivement, nous, on va représenter 64 000 entreprises, mais pas que. On va gérer également ce qu'on appelle des publics particuliers ou des publics spécifiques chez nous, qui sont des individus. Donc, ce n'est pas des entreprises, mais directement des individus, que sont les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs et les pigistes de la presse. Alors, quelles sont les missions d'un opérateur de compétences ? Je pense que vous savez déjà un petit peu, mais juste, je vais les étayer un peu plus. Donc déjà, parmi nos missions, il y a le financement de l'apprentissage. Il y a également l'aide à nos branches pour la construction des certifications professionnelles, ce qui vous concerne aussi un petit peu, puisque vous construisez des certifications, et aussi l'accompagnement des entreprises, et plus particulièrement des PME, parce que comme on l'a dit précédemment, effectivement, maintenant, on touche des financements plus sur les moins de 11 salariés, les entreprises de moins de 11 salariés, mais pas que, hein. Voilà, c'est le large spectre d'entreprises. On représente et on aide également les autres, toutes celles qui rentrent dans nos secteurs d'activité. Et donc, on les accompagne dans leurs projets de formation. Voilà, et moi, plus particulièrement, j'appartiens à un département qui a en charge d'aider et d'accompagner les entreprises adhérentes et les branches dans leurs projets de formation dès lors qu'elles revêtent un caractère innovant ou particulièrement complexe. Et quand on parle d'innovation, par exemple, ça peut être l'intégration d'une nouvelle modalité de formation que nous impose la loi, qui est la FEST. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui j'interviens. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est la FEST, juste pour que vous ayez un cadre, véritablement, quel est le cadre légal, comment on met en œuvre une AFEST. Et ensuite, je vais détailler deux exemples. Donc, un premier exemple vraiment très rapide, un deuxième exemple beaucoup plus détaillé, parce que je pense que ça peut rentrer dans le cadre de ce que vous faites dans un IUT. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'AFEST, c'est une modalité de formation, donc elle peut être introduite dans différents dispositifs, et notamment dans des dispositifs certifiants, avec d'autres modalités de formation. Mais je vais vous détailler les choses ultérieurement dans les prochaines slides. Pardon. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une AFEST ? Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une AFEST et quelles sont ses particularités. Alors comme on l'a beaucoup dit, c'est une modalité de formation qui est reconnue par la loi au même titre que les formations dispensées en présentiel et en distanciel. Alors ce qui est important, au-delà du fait qu'elle est reconnue maintenant par la loi comme étant une véritable action de formation, c'est que pour nous, OPCO,
on peut la financer. Parce qu'on est habilité à financer que les actions de formation qui sont reconnues par la loi. Donc voilà, la FEST maintenant est finançable au titre de la formation professionnelle continue. Autre chose, et c'est ce qui fait la particularité de la FEST, c'est qu'elle valorise les situations de travail. Donc véritablement, c'est l'apprenant qui est en situation de travail sur son poste de travail comme terrain d'apprentissage. Il apprend en faisant. Elle se caractérise également par l'alternance entre des moments de pratique professionnelle. Donc vous avez ces moments de pratique professionnelle, comme je vous l'ai dit, là, en poste de travail, qui sont des temps dédiés et aménagés. Je tiens à le préciser. Ces temps, ils sont définis en amont. Ça n'est pas simplement, il fait une activité de travail et on l'observe. C'est pas ça du tout, en fait. C'est que vraiment, la situation de travail a été identifiée en amont, elle a été organisée, aménagée, pour que, en l'espèce pour nous, le salarié soit vraiment en situation de travail et identifié au sein de l'entreprise comme étant en situation d'apprentissage et de formation. À ce moment-là, il ne fait plus partie de l'entreprise, si je peux m'exprimer ainsi. Il est vraiment, vraiment en formation, avec un droit à l'erreur. C'est ça qui est important. C'est parce que comme il est en poste de travail et qu'il effectue une activité réelle, il a l'impression que, justement, elle doit être complètement effective, mais pas du tout, il a le droit à l'erreur, parce qu'il va apprendre de ses erreurs, justement. C'est ça qu'on veut identifier dans la situation de travail, s'il a bien compris tous les éléments, et après, justement, il y aura un temps de prise de recul par rapport à cette pratique qu'on appelle les phases réflexives, et ça, c'est une phase capitale, parce que là, il va être extirpé véritablement de la situation de travail, et va se retrouver, je reparlerai des acteurs ultérieurement, mais avec son référent ou avec le formateur expert, pour justement discuter de cette situation du travail, prendre du recul et se poser les questions sur ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. C'est ça l'idée. Alors, comme toute action de formation, effectivement, la loi oblige qu'il y ait des objectifs professionnels, un parcours formalisé, un parcours pédagogique et des évaluations. Je ne vous apprends rien. Sauf que pas que. La loi a prévu d'autres éléments de manière à différencier ce qu'est une AFEST d'une formation sur le tas. Sachant que la formation sur le tas, ce n'est pas de la formation. On est d'accord. Donc je vais passer au sens de la loi. Oui, effectivement. Ah, je me suis peut-être trompée. Ah, merci. Voilà. Donc ce qu'a prévu la loi pour cadrer la FEST, c'est 6 conditions d'éligibilité. Donc c'est la loi Avenir Professionnel, je ne vais pas revenir dessus, vous avez dû en entendre parler beaucoup durant ces 3 dernières journées. Alors vous avez donc 6 critères d'éligibilité. La première, c'est d'analyser l'activité de travail. Donc c'est d'identifier la situation de travail qui peut être apprenante et qui permet de développer une compétence ciblée. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est c'est dans la formation, c'est un peu général, mais c'est que chaque apprentissage vise une compétence cible au sein de l'entreprise. Et donc, il faut identifier des situations de travail particulières qui permettent de faire de la FEST. Parce que parfois, vous avez des situations de travail où tout bonnement, vous travaillez, elle ne sera pas forcément apprenante. Mais aussi, une situation de travail qui est sécure. Je m'explique un peu, peut-être que je prends de l'avance. Mais par exemple, si vous faites une formation en habilitation électrique, vous n'allez pas faire de la FEST si vous êtes dans une situation où vous pouvez vous électrocuter, par exemple. Voilà, ça ne fonctionne pas en termes de formation, on est d'accord. Bon, quoique certains peuvent le dire, c'est pavlovien peut-être, voilà. Voilà. En fait, c'est pas le but de la FEST en tout cas. Voilà. Comment ? On ne sait jamais, donc vaut mieux le dire en amont. Rien de pire que les évidences, comme on le dit. Donc c'est concevoir un parcours pédagogique à finalité professionnelle, c'est à peu près comme toutes les formations, mais vous verrez quand je vous étayerai les étapes, il y a vraiment pas mal d'étapes à respecter pour que ce soit reconnu comme une AFEST et donc finançable. C'est désigner un formateur, alors là c'est un peu particulier, parce que la loi parle de formateur, mais on n'est pas vraiment dans un formateur type. Donc effectivement, la plupart des entreprises et des gens qui travaillent dans le secteur de la formation vont les nommer autrement. Ça va plutôt être des accompagnateurs terrain ou des référents. Parce que là, la posture est totalement différente. C'est-à-dire que le référent, ça va être l'architecte du parcours et c'est celui qui va accompagner le salarié, mais il n'est pas là pour le former.
c'est une autre posture, c'est plus une posture, on va dire, de questionnement. Mais je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai des acteurs, plus précisément. C'est mettre en place des phases réflexives, je vous ai dit, c'est un des éléments les plus importants. Donc c'est aider le salarié à analyser ce qui s'est passé pendant la mise en situation en prenant du recul, en tirant les enseignements. C'est une phase fondamentale. C'est une sorte de feedback, mais très amélioré. Je reviendrai également là-dessus quand je vous parlerai des étapes. Évaluer les acquis, bon ça c'est un peu, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, hein, avant, pendant, après. Et c'est conserver les preuves de la réalisation d'une EFEST. La loi dit par tout élément probant. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un élément probant ? Ça peut être un email, ça peut être un compte-rendu, ça peut être une vidéo. C'est vrai que dans certaines AFEST où vraiment on fait un geste métier, on va plus privilégier les vidéos que véritablement les écrits. On va passer à la slide suivante. Alors là, nous avons les acteurs. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est peut-être un petit peu petit. Donc vous avez d'abord l'apprenant, qui est au cœur. Vous avez d'abord toute une constellation en fait, d'acteurs qui vont graviter autour de l'apprenant. L'apprenant va se former. Mais chose importante dans une AFEST, l'apprenant est au centre de son apprentissage. Tout part de l'apprenant. C'est lui qui va exercer véritablement la fonction, qui va exercer l'activité et qui va se former en faisant. Et lui, là, il va être aidé et il va être accompagné pendant qu'il est dans l'action de formation par ce qu'on appelle les experts métiers. Donc, ils sont ses collègues que nous, à l'AFDAS, nous avons appelés, bon, vous ne l'avez pas là, les experts. Donc, expert, oui, un petit jeu de mots quand même. Voilà, je dois donner la paternité de ce jeu de mots à ma responsable, qui est Léila Rose Desordons. Voilà, donc... Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, c'est pour ça, vous n'avez donc pas compris la blague. Donc, c'est expert, mais sauf que nous, on prend les pairs, puisque c'est effectivement les collègues, oui, qui vont aider la personne dans son apprentissage. Voilà. Donc voilà, les experts sont ceux qui détiennent la compétence métier, qui détiennent l'expertise sur l'action de formation qu'ils vont mener en AFEST. Donc ces personnes vont être là pendant l'action de formation, elles vont aider, répondre aux questions de l'apprenant et par là même transférer leurs compétences. Ils vont également participer à la construction du parcours qui est assuré par ce qu'on appelle le référent juste au-dessus, ce que la loi appelle le formateur, mais que nous on appelle le référent, qui lui est vraiment l'architecte du parcours. C'est-à-dire que c'est lui, c'est vraiment un personnage central dans une AFEST. Une AFEST sans référent, ça peut être très très compliqué, sachant que le référent, nous on le voit plus comme une fonction. C'est-à-dire que c'est pas forcément, c'est mieux que ce soit quelqu'un en interne, mais ça peut être quelqu'un en externe qui vient vous aider, tout du moins dans les premiers temps. Et le référent peut être une personne ou plusieurs personnes. Voilà. Donc, que fait le référent ? Vous allez me dire, donc il conçoit le parcours de formation, effectivement. Il va organiser. Quand on dit organiser, c'est mobiliser les différents acteurs, parce que comme vous voyez, il y a une grosse concentration d'acteurs autour de l'apprenant. Il va mobiliser les acteurs, il va aussi organiser le planning, pour savoir à quel moment, du coup, l'apprenant pourra être en formation ou pas. Et il accompagne également tout du long l'apprenant. Et c'est aussi lui qui peut mener les phases réflexives. Il n'est pas seul, les experts AIR, AIRS peuvent également faire ces phases réflexives, effectuer ces phases réflexives. Donc les étapes d'une AFEST, c'est peut-être un petit peu long, hein, mais voilà, une AFEST, elle s'organise en plusieurs étapes chronologiques. Hein. Et bien sûr, on a introduit tous les éléments qu'impose la loi dans ces étapes. Alors vous voyez qu'il y a 3 phases qui sont 3 phases assez communes hein, dans un parcours de formation. Vous avez la préparation du parcours, vous avez sa mise en œuvre, qui est la réalisation en fait, de l'AFEST, et puis vous avez après l'évaluation. On ne va pas trop s'attarder sur les évaluations parce que c'est assez classique en soi, hein. Donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, la préparation du parcours est très très importante. Donc il faut d'abord vérifier les conditions de réalisation. Donc c'est un peu une étude de faisabilité. C'est puis-je faire une AFEST ou pas dans mon entreprise. Donc c'est identifier les actions d'AFEST, voilà, qui peuvent être des situations d'apprentissage. C'est identifier, ce qui arrive après, identifier et mobiliser les acteurs, si on a les acteurs nécessaires. Par exemple, si on n'a pas de référent, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on désigne un référent en interne ? On le forme ? Ou est-ce qu'on prend un partenaire extérieur qui pourra nous aider à la mettre en œuvre ?
Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est de bien identifier la situation de travail. Je me répète, mais c'est très, très important. C'est un des éléments primordiaux qui fait que la formation en AFES peut fonctionner ou pas. Parce qu'il faut absolument que l'apprenant ne se sente pas en danger, ou qu'il n'a pas l'impression qu'il va, que ça va vraiment avoir un impact fort sur l'appréciation que pourra avoir son patron, en fait, son employeur, sur son activité. Il s'agit de préparer assez les situations de travail apprenantes. Comme je vous l'ai dit, il faut aménager ces situations, parce que quand on est en entreprise, on est facilement mobilisé par ses collègues dès qu'on a besoin de soi. Donc l'idée ici, c'est que la personne, au-delà du planning, soit identifiée comme en situation de travail. Donc ce qu'on a pu voir dans certains AFES, ce qu'ont pu nous remonter certains stagiaires, c'est que parfois ils portaient une casquette où il y avait écrit « en formation », ou alors un petit badge ou un t-shirt. Bon, libre cours à la créativité de chacun. Et ensuite, il s'agit de réaliser le positionnement amont, ce qui est très important dans toutes les formations. Comme je vous ai dit, ça vise l'acquisition d'une compétence. Donc, il faut bien établir quels sont les objectifs à atteindre durant la formation. L'apprenant sera en capacité d'eux à la suite et autres. Test de positionnement qui sera vérifié après en aval pour savoir s'il a bien acquis l'ensemble des compétences qui étaient visées. Ensuite, vous avez vraiment donc, la mise en œuvre du parcours. Donc vous avez l'apprenant qui, à l'aide des experts et des référents, surtout les experts qui vont être là à côté de lui pour l'aider, en tout cas qui seront disponibles, il va réaliser la situation de travail. Donc il réalise la situation de travail, on est d'accord. Ensuite, il y a la phase réflexive. C'est l'une des phases les plus importantes dans une AFEST. Alors qu'est-ce qu'une phase réflexive? Donc la personne, en fait, l'apprenant, il est vraiment extirpé de son terrain de travail. Il n'est plus dans son terrain de travail. C'est comme une sorte, il va effectuer une interview, soit avec son référent expert, soit avec son référent, soit avec son expert. Donc ils vont être tous les deux, loin de la zone de travail. Par exemple, on a des personnes, bien que ce soit très formalisé, qui vont effectuer en fait cette phase réflexive dans un café à côté. Ça peut être ça, ou une salle de réunion. Parce qu'en soi, il est très formalisé, mais l'endroit n'a pas besoin d'être formel. L'idée, c'est de vraiment sortir l'apprenant du travail pour qu'il puisse s'exprimer de manière plus facilement, qu'il puisse s'exprimer en fait plus facilement. Et donc, c'est une sorte de bilan, on va dire, voilà, c'est une sorte de bilan où c'est vraiment l'apprenant qui va effectuer l'analyse de ce qu'il a pu vivre. Donc, dans un premier temps, il va être un petit peu éloigné de la situation de travail et il va plutôt tirer les enseignements de ce qu'il a pu acquérir ou pas. En fait, les questions qui sont pertinentes pour lui, c'est de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est vraiment lui qui est l'acteur de cette phase-là. Le référent est là dans une posture d'accompagnateur. En d'autres termes, il va lui poser des questions. Il ne va pas lui donner la solution. Il n'est pas dans du descendant. Le but, c'est que par un jeu de questionnement, l'apprenant trouve la solution seul, trouve la solution par lui-même, ou d'autres solutions auxquelles n'aurait pas pensé effectivement l'expert ou le référent. Et ensuite, il retourne en poste de travail et il refait l'action, riche des enseignements qu'il a tirés de la phase réflexive. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais le référent, il ne vient pas comme ça tout seul. Il a un certain nombre d'outils qui vont l'aider justement dans le questionnement, et notamment, il aura une grille d'analyse qu'il aura effectuée avec l'expert métier et qui est en lien avec la compétence à acquérir, pour savoir quelles sont les questions qu'il doit poser et comment il doit évaluer la situation. Ensuite, vous avez toute la phase d'évaluation, mais je ne vais pas détailler, vous connaissez, évaluation intermédiaire, évaluation finale, des acquis et autres. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors oui, effectivement, là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Donc vous vous dire, c'est un petit peu lourd de faire une AFEST, ça demande pas mal d'investissement, pas mal de temps. Alors pourquoi une AFEST? Tout simplement parce qu'on en retire un certain nombre de bénéfices. Parmi lesquels, alors je ne sais pas, en tout cas en entreprise, c'est très important, c'est que c'est une formation sur mesure, souple, pour le salarié et l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va vraiment définir un parcours de formation pour le salarié en tenant compte du contenu de la formation, du contenu de son travail et du rythme, et en tenant compte des contraintes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder comment ça fonctionne dans l'entreprise et qu'on va établir le planning en fonction des contraintes que peut avoir une entreprise. Vous verrez dans l'exemple qui va suivre qu'effectivement, ça a été l'un des critères qui nous a permis d'identifier l'AFES comme étant une modalité
sur un type de formation bien précis. Ensuite, ça développe l'autonomie d'apprentissage du salarié, parce que comme je vous ai dit, il est l'acteur central de sa formation, il est le co-concepteur, donc effectivement, il est là pour apprendre aussi par lui-même, et pas simplement attendre du descendant. Ça valorise les compétences en interne. Alors, ce qu'on a vérifié, alors c'est peut-être pas très vrai dans des systèmes universitaires ou autres, mais dans l'entreprise, en fait, ça c'est un effet bénéfique, c'est un effet d'aubaine qu'on a vérifié, c'est que justement les experts parfois ne se sentent pas experts. Ils se disent, moi j'ai l'habitude de faire cette action, mais je ne suis pas forcément un expert. Et on sait que pour définir le niveau d'expertise, le niveau ultime, c'est la capacité à transmettre. Et donc là, ils se rendent compte qu'ils ont véritablement cette capacité à transmettre. Donc c'est très bénéfique pour eux. Ils se sentent plus experts dans leur métier. Autre chose qu'on remarque avec et le référent et les experts, c'est qu'en travaillant comme ça, de manière itérative avec l'apprenant, eh ben, ça leur permet de se remettre en question eux-mêmes. Par exemple, les phases réflexives, ce qu'on en retire, c'est que ça fait un peu un effet miroir. C'est-à-dire que lorsque le référent pose la question à l'apprenant, il se la pose à lui-même également. Et donc, on a vu parfois des processus être améliorés juste parce que la personne avait parlé avec son apprenant. Donc, ça lui a permis de prendre conscience de certaines choses. Et ça, c'est important. Ça permet d'optimiser le coût de formation, mais là, je vais passer très vite. Hein, c'est juste que la formation en entreprise, c'est un certain coût dès lors qu'elle est à l'extérieur de l'entreprise, puisqu'il faut payer les frais d'hébergement, il faut payer la formation en elle-même. Et là, c'est en interne. Même si c'est un investissement temps, on va dire, pour l'entreprise, il se retrouve au final. Et ça s'intègre parfaitement à un parcours avec d'autres modalités. C'est-à-dire que la FES ne vit pas seule. Dans le cadre d'un parcours de formation, elle peut totalement être complémentaire d'une autre modalité, qui est le distanciel ou le présentiel. Donc je vais vous en parler plus longuement après dans les exemples. Donc on en arrive à nos petits exemples. Alors effectivement, fort de tout ça, donc l'AFDAS, comme je vous l'ai dit, je fais partie d'un pôle où justement mène beaucoup d'expérimentation. Et comme la FES était nouveau pour nous, comme pour tout le monde, donc on a mené un certain nombre d'expérimentations. Et je tiens là à remercier vraiment Leïla Rosé-Zordon et Arnaud Nicolini qui travaillent avec moi à l'AFDAS et qui ont vraiment œuvré sur ces expérimentations-là, parce que pour tout vous dire, en 2016 et 2017, je n'étais pas encore à l'AFDAS, donc c'est vraiment eux qui ont mené ces expérimentations. Donc il y a une première expérimentation qui a été menée auprès de 9 entreprises, où là, l'idée, c'était vraiment d'internaliser la fonction de référent au sein de l'entreprise. Alors, je peux vous donner un exemple, c'est celui d'un multiplex, par exemple, et ça vise le métier de projectionniste. Alors, vous devez tous être au courant que le métier de projectionniste a vécu des évolutions technologiques très, très fortes, puisqu'on est passé du 35 mm. Vous savez, la bande, là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les cinémas, avant, vous aviez quelqu'un derrière vous, et vous entendiez cette petite bande tourner, ça n'existe plus. Comment vous dire, à part dans certains cinémas. Et donc, du coup, il a fallu permettre à ces personnes, à ces projectionnistes, de continuer quand même dans leur métier et de suivre les évolutions de ce métier. Donc ça a été plutôt d'aller vers la digitalisation et de leur apprendre justement à régler les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, mais pas que. Leur métier allait vers d'autres évolutions que sont plus la vente et l'accueil, par exemple. Alors là, un cas typique d'AFES, si je vous donne un cas, par exemple, c'est créer une playlist. Vous allez me dire, qu'est-ce que créer une playlist quand on est projectionniste? Eh bien, tout simplement, quand vous avez un film que vous allez projeter, vous avez le film, vous avez le générique, les publicités, les sous-titres, et ça, c'est son rôle de le créer. Donc ça peut être totalement fait en AFEST. Donc, il devait créer une playlist. Voilà pour cet exemple. Donc, je ne vais pas rester sur les appuis conseils, parce que c'est vraiment du conseil en entreprise, là, pour le coup. Et je pense qu'on va passer très vite. Par contre, on a une autre expérimentation où là, on a intégré l'AFEST dans le cadre d'un parcours certifiant multimodal, qui est un CQP, certification de qualification professionnelle. C'est un diplôme qui est délivré par les branches professionnelles, d'experts techniques en création numérique, qui a été dispensé en contrat de professionnalisation. Je pense que vous connaissez un peu les contrats de professionnalisation, et qui a duré 9 mois. Alors, bon, je n'ai pas tout détaillé, hein, mais en fait, l'idée ici, ce n'est pas de vous expliquer ce qu'est un technical director, parce que c'est assez complexe, mais plutôt de vous présenter, de vous expliquer pourquoi une AFEST. Pourquoi est-ce qu'on a décidé, pourquoi à un moment donné, est-ce qu'on a proposé d'intégrer l'AFEST dans ce parcours?
Alors très brièvement, Technical Director, c'est la personne qui fait l'interface dans les studios d'animation, ce que je ne vous ai pas précisé, ceux qui font des films d'animation, voilà, entre la partie technique et la partie créa. Alors la particularité en fait de cette fonction, c'est qu'elle n'existait pas. En fait, elle s'est construite de manière ad hoc au sein des studios d'animation. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on a fait une étude justement sur les métiers dans le secteur du film d'animation et qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait ce métier de Technical Director, mais qu'il y avait des grosses difficultés de recrutement. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il n'existait pas et qu'il n'y avait aucune certification, aucun diplôme et aucune formation qui préparait à ce métier. C'est vraiment un métier que les gens apprenaient sur le tas. Donc, à FEST. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que ils ont développé les référentiels de certification, voilà, ils ont développé un métier qui a été déposé à France Compétences et qui aujourd'hui a été accepté et validé par France Compétences, mais il a fallu aussi monter la formation. Et lorsqu'on a voulu monter la formation, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la formation n'était pas adaptée au rythme de vie du travail qui est effectué au sein des entreprises d'animation, parce qu'ils sont tout le temps en flux tendu. Et que le Technical Director est vraiment un poste critique, il doit vraiment être présent, et donc il était très difficile de les faire partir en formation sur des grosses périodes. Vraiment très difficile de les faire partir en formation. Donc du coup, on a dit on va essayer d'intégrer de la FEST à ce parcours. Bien sûr, la FEST, comme je vous l'ai dit, ne vit pas seule, parce que là, on prépare vraiment un métier, donc il y a pas mal de cours théoriques. C'est pour ça qu'on a fait à la fois du distanciel et de la FEST. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'en fait, tout ça, on l'a vu précédemment. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a dû co-construire le référentiel de formation et déterminer les compétences qui peuvent être acquises via la FEST. Parce que, je vous l'ai dit initialement, toutes les compétences ne sont pas accessibles par la FEST. Donc, on a pris l'ensemble des compétences qui étaient dans les référentiels et on a dit grossièrement, ça peut être de la FEST, ça peut pas, ça peut être de la FEST, voilà. Donc là, je vous parle un petit peu du parcours, mais je ne vais pas revenir sur les détails du parcours. Chose que je vous ai oublié de vous dire, c'est qu'on va peut-être vous envoyer des liens, si ça vous intéresse de savoir comment a été développé ce métier. Vous allez avoir des vidéos avec des personnes qui vous expliquent quel est leur métier. Vous allez avoir tout le programme de la formation, le communiqué de presse, pas mal d'éléments. C'est juste que là, je dois aller vite, donc c'est compliqué de tout expliquer. Mais là, on va plutôt se focaliser sans doute sur l'ingénierie de formation. Alors l'idée, c'est de vous dire qu'effectivement, comme dans un contrat de professionnalisation, donc vous avez une grosse partie qui est en entreprise, où là, la personne est comme un stagiaire en fait, au sein de l'entreprise, donc il travaille tout simplement, et vous avez la partie formation, qui correspond à 25% environ du contrat. Et là, ce temps de formation, il a été divisé en deux. La formation à distance et la FEST. La FEST représentant 180 heures de formation. C'est-à-dire ça fait beaucoup, 180 heures. Mais la formation est assez longue quand même. Même si c'est que 9 mois. Là, je vous ai donné un exemple de situation apprenante. Vous avez par exemple la réception de la requête d'un demandeur. Donc ça, typiquement, ça peut se faire en AFEST. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lorsque vous avez un Technical Director, c'est lui qui va réceptionner les demandes, soit de la créa, soit de la technique, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement. Et lui, il est en première position, donc soit il règle ce dysfonctionnement parce que c'est quelque chose de pas trop compliqué, ou alors il redirige vers les bonnes personnes, à l'aide d'un logiciel. Et là, l'idée, c'était de voir comment il s'en sortait. Ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que dans cette formation, ça s'est fait de manière très itérative. C'est-à-dire qu'ils ont construit sur 9 mois, mais qu'ils ont décomposé à chaque fois en trimestres. Donc le premier trimestre, par exemple, ils avaient une requête simple à faire. Dans le deuxième, c'était une requête moyenne. Et dans la troisième, c'était une requête beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, justement pour voir les évolutions dans sa pratique. Et par exemple, je vous ai donné un exemple de type de formation qui ne peut pas se faire normalement par AFEST, qui est maîtriser les règles de rédaction d'un code source. Alors j'aimerais bien vous expliquer, mais c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, vous expliquer ce qu'est la rédaction d'un code source. Toutefois, il y a une grosse partie qui a été vraiment théorique, où c'est vraiment les apprentissages tels que vous les connaissez. Mais par contre, il y a une mise en pratique qui, elle, a été faite en AFEST, sur cette partie bien précise, où là, c'était de développer un code simple, qui ne mettait pas en danger la structure. Voilà. Alors, vous allez me dire quel résultat. Donc déjà, je vais passer très rapidement là-dessus.
Depuis, donc ça a été un vrai succès. Ça a été un vrai succès. Les studios d'animation ont vraiment apprécié cette formation. Depuis, il y a eu 3 sessions qui se sont déroulées avec 19 apprenants, 12 embauchés et 7 qui sont en cours. Donc on n'est pas loin des 100%. Hein. Donc on attend les 7 en cours, mais pour le moment, on n'est pas loin des 100% de personnes qui ont été intégrées ensuite dans leur studio d'animation en tant que technical director. Alors quels sont les principaux enseignements? J'ai voulu vous mettre un petit peu de quali quand même, pour vous dire quels ont été les bénéfices de la FEST. C'est que ça a été un véritable accélérateur d'acquisition des compétences. Les retours qu'on en a de la part des stagiaires et des entreprises, c'est que c'était très court, 9 mois. Et je ne vous ai pas dit, c'était pendant le Covid, hein, c'était en 2020. Donc ça a été très court, 9 mois finalement, mais qu'ils ont appris énormément, vraiment et de manière très rapide. Le fait d'être dans la situation de travail a été pour eux extrêmement formateur et ça leur a permis, ça c'est le deuxième point, de voir directement ce que pouvait donner la formation théorique et de s'interroger par eux-mêmes et du coup de devenir véritablement les acteurs de la formation et de pouvoir après revenir en formation et poser les bonnes questions aux différents formateurs. Voilà, et il y a aussi des effets bénéfiques pour les références que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ils étaient très contents parce que ça leur a permis de s'interroger sur leur propre pratique. Donc en fait, il y a comme un double apprentissage, si vous regardez bien. Il y a pour l'apprenant, mais il y a également pour tous les acteurs qui sont autour de l'écosystème. On en arrive à la fin. C'est peut-être un peu long. Alors, quelles sont les conditions de réussite d'une AFEST? Bon, on l'a déjà un petit peu vu, donc je vais aller rapidement dessus. C'est d'établir la faisabilité d'une AFEST en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes. Donc vraiment se poser la question, est-ce que c'est la solution, l'AFEST ou pas? Et quelles sont les bonnes situations d'apprentissage? N'électrocutez pas votre apprenant. Par exemple, c'est déterminer les compétences visées. Donc ça, c'est comme dans toutes les formations. Hein. On est d'accord, là, c'est pas quelque chose d'ad hoc qui se crée comme ça, c'est que vraiment, ça a été prévu en amont. C'est de professionnaliser les référents internes. C'est très important parce que vraiment, c'est un des acteurs, c'est vraiment l'acteur central, je dirais, de la formation. Et souvent, les personnes sont plutôt dans une, même si c'est un pédagogue, parce que c'est lui qui va bâtir le parcours, sont dans une vision de sachant et vraiment d'information descendante. Et là, c'est pas l'idée. Il faut qu'il change de posture réellement et qu'il adopte plus une posture de questionnement, où vraiment, il va questionner l'apprenant pour que l'apprenant lui-même trouve la solution. Et c'est pas forcément facile. Hein. Donc ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des outils également qui permettent de mener un peu ces phrases réflexives. Il s'agit de définir le parcours, donc je ne vais pas revenir là-dessus. D'accorder le droit à l'erreur lors des situations apprenantes. Ça, c'est très important. L'idée, c'est pas qu'il fasse tout bien du premier coup. L'idée, c'est qu'il tire les enseignements de ce qu'il a fait. Et enfin, c'est respecter les séquences et leur articulation. Donc c'est très important que vous ayez l'action en situation de travail au démarrage, la phase réflexive et éventuellement, si possible, qu'il puisse refaire derrière. Je pense que j'en arrive à la fin. Donc merci à vous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, gardez vos questions pour la fin. Là, je vais demander à Jean-François de réagir parce qu'on a vu qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de la FEST. C'est très intéressant parce qu'en fait, on est un peu dans un effet miroir avec ce qui se passe, nous, dans les SAE. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on met nos jeunes en situation professionnelle, mais dans le cadre de nos IUT. Alors, évidemment, je suis en tertiaire, moi, mais dans l'industriel, c'est encore plus marquant. Hein. Et donc, c'est assez intéressant de voir, en fait, le contrebalancement. Ah ben, ça remarche. C'est très bien. Le contrebalancement des deux l'un dans l'autre, puisqu'effectivement, nous, on fait finalement... c'est pas l'opposé, hein, mais on fait quelque chose de complémentaire qu'on va effectivement voir ensemble. Alors, je tenais à dire quelque chose parce que montrer une SAE aujourd'hui, c'est très angoissant. Moi, en tant que directeur de la centrale pédagogique des IUT, si on demande à des collègues de nous proposer des SAE pour qu'on les publie, on a le silence radio. Personne n'en veut en montrer, etc. Donc là, vous allez en voir une. Mais ce n'est pas un modèle, c'est un exemple. Donc je prépare le flot de critiques qui va intervenir. Surtout qu'on a des gens qui ont suivi la réforme et tout ça, et on va me dire, oh là là, quelle horreur. Donc voilà. Alors, donc finalement, je n'interviens pas en tant que directeur du tout de la centrale, j'interviens en tant que modeste enseignant qui va montrer ce qui se fait dans son département. Donc c'est même pas moi qui suis responsable, c'est l'entièreté du département. Voilà. Donc, ça au moins...
C'est ça. Je reste super prudent. Et finalement, ce que... Oui, je vais l'enlever, tiens, voilà. Très bien, voilà, comme ça il est enlevé. Et finalement, ce que je vais vous montrer, c'est finalement le maillon final de ce qui reste de la réforme dans un département d'IUT. Parce que hier, lors du lancement de la table ronde, on nous a parlé de compétences, on a parlé de portfolio, on a parlé de plein de choses qui sont vraies, hein. Mais au final, vous allez voir à quoi ça se termine et comment ça s'organise au concret, puisqu'on va aussi parler concrètement, ça se passe comment. Alors j'ai essayé de voir un peu dans différents IUT, ça se passe de manière très différente dans les différents IUT. Donc pour l'instant, il n'y a pas un modèle unique pour faire les choses, hein, ça c'est évident. Alors, hop, je crois que je repars en arrière, là, c'est ça. Voilà, donc je vous ai fait un petit sommaire. On va rappeler la réforme du but, la notion de SAE, ce que c'est qu'une SAE. On va voir un exemple de SAE. si. Et on parlera aussi de l'évaluation des SAE. C'est très difficile d'évaluer une SAE, hein. Grille, pas grille, quelle grille, même la notion de note paraît un peu surréaliste quand on parle d'une compétence. Elle est acquise, non acquise, partiellement acquise, mais elle n'est pas acquise à 7 sur 20 ou à 8 sur 20, c'est pas possible. Donc on n'a pas été au bout du process, on s'est arrêté en cours parce qu'on a besoin de notes, on a des logiciels de notes, il faut délivrer des choses, et puis on ira même jusqu'à faire le lien avec le portfolio, puisque on a besoin de preuves pour prouver ce qu'on avance, et donc c'est le lien qui se fait avec le portfolio. Alors, la réforme du but, quand on fait des recherches, je ne sais pas si vous tapez dans un moteur de recherche, réforme du but, et là, vous allez... Alors, on trouve évidemment des tonnes d'articles à l'intention des lycéens, à l'intention de leurs parents, et ce qui ressort, c'est jamais que c'est un diplôme en compétences. Jamais ce n'est cité dans aucun article. On nous parle du 3 ans, on nous parle de on garde le DUT, on nous dit que effectivement il y a un certain nombre de choses, la poursuite d'études, on nous parle des mentions, on nous parle des parcours, mais jamais on fait référence aux compétences, et on ne fait pas référence à la nature des enseignements que les jeunes vont, entre guillemets, subir. Ce qui veut dire qu'on a eu une première promo qui est arrivée, qui a découvert un certain nombre de façons d'enseigner, sans même être enseigné sur le fait que ça allait arriver. Donc, on peut espérer que dans les générations à venir, ça va se faire, mais aujourd'hui, on a une arrivée de jeunes qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont rencontrer. Ils s'attendaient à trouver le système habituel, ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai noté deux points. Donc, l'approche par compétences, qui me semble essentielle et qui révolutionne tout. Or, c'est ce qu'on ne voit pas du tout sur les sites, etc. Personne n'en parle. Et le deuxième, voilà, donc je vous ai redéfini ce que c'est qu'une compétence, vous l'aurez dans le PowerPoint, c'est un savoir-faire, un savoir-agir, en gros, une compétence c'est ça, donc avec un développement, des éléments graduels, etc., en fait, un savoir-faire utile, on va dire. Et je vous ai remis un schéma que j'ai repris. C'est pour que l'étudiant donc ait cette compétence. Il doit être capable, et on va voir le point avec la notion de ressources. Hein, il doit être capable d'utiliser ou de choisir des ressources. Hein, donc ça tombe bien parce qu'on va lui en donner des ressources. Il doit être capable ensuite de traiter un problème pour produire un résultat. Et ça, c'est le principe de la SAE. Donc c'est on est parfaitement dans la logique de compétences. Et puis, c'est les types d'enseignement. Et ça, on n'en parle pas du tout. C'est un point important. On a nos SAE, donc sur lesquels je reviendrai. Voilà, on a donc des cours de SAE, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça, il y a des horaires dans l'emploi du temps avec marqué SAE, avec un numéro de SAE, et il s'y passe quelque chose pendant ces heures.
nous avons des ressources, et le mot ressource est essentiel. Ça veut dire que le savoir magistral n'est plus le point de départ, mais c'est l'utilisation qu'on va faire de ce savoir et comment on va l'utiliser qui est utile. C'est pour ça qu'on a le mot de ressources. Voilà, on a donc des cours de ressources, mais ces ressources doivent être utilisées à quelque chose. Et tous les enseignements, même le plus magistral de la planète, doivent être utiles à quelque chose. On a parlé du grec ancien au premier jour. Voilà, il y a forcément une utilité quelque part. Et enfin, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout et qui génère sans doute, en tout cas dans mon IUT, des soucis, c'est les heures projets. Et les heures projets, c'est quand même exceptionnel. Nous avons des heures à l'emploi du temps sans enseignant. Donc je pense même que c'est quelque part une première, d'accord ? Ce qui induit aussi que l'IUT doit évoluer. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir des salles, ça veut dire, alors chez moi c'est impossible, on me dit sécurité, etc., tout ça, pas possible. On a des fenêtres très spéciales, on ouvre la fenêtre et on tombe dans le vide. Et donc du coup, pour l'instant, les heures projets, pas possible d'ouvrir des salles, etc. Il faut la responsabilité de quelqu'un et personne ne veut prendre la responsabilité, enfin voilà. Et donc ça va faire évoluer les IUT sur des solutions un petit peu de type coworking, etc. Et je pense avec des horaires d'ouverture différentes. Enfin, je vois une évolution à terme de nos IUT comme des lieux ouverts, etc. Et je pense qu'il y aura autour de ces heures projets. Mais c'est intéressant de savoir que les jeunes, nos jeunes, se retrouvent de temps en temps seuls pour avancer avec leurs camarades sur des projets et qu'il y a donc des heures prévues dans l'emploi du temps sur ces éléments. Et ça, on trouve tout ça. Alors ensuite, la notion de SAE. Alors, situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, une problématique professionnelle, ça c'est très clair. Et une tâche authentique, c'est donc, parce qu'on a tendance parfois à le comparer à des cas pratiques, alors c'est pas ça. Ça ressemble, mais c'est pas un cas pratique. C'est vraiment quelque chose de concret. Alors c'est là où effectivement on se rapproche énormément. C'est que nous, on va pas l'observer forcément dans la vie courante, si ce n'est qu'on a quand même des stages et des projets transverses qui sont des SAE, donc qui sont quand même le fruit d'une observation qui se fait dans la vraie vie, mais on va essayer de reproduire dans nos univers de salle de classe des situations dites professionnelles. Avec donc, on l'a vu, choix des ressources, utilisation des ressources et arriver effectivement à une combinaison et à des propositions et des livrables. L'idée, c'est effectivement d'arriver à ça. Et je vous ai mis effectivement les petites particularités qui sont stages, portfolio et projets transverses, qui sont des SAE un petit peu particulières, mais qui restent des SAE quand même. Alors, voilà, donc participer au développement de la compétence, soutenir l'apprentissage, intégrer l'auto-évaluation par l'étudiant. Alors, permettre une individualisation. Sincèrement, le problème est complexe. Moi, je viens d'un département on n'a que 3 groupes, donc en soi, on pourrait dire que c'est un petit département, mais ça représente déjà 86 étudiants. Et aujourd'hui, on a tendance à faire en SAE des travaux de groupe. Or, une compétence, elle est individuelle et personnelle. Donc, la part d'individualisation dans l'évaluation de chacun est très difficile à trouver. Et alors, il y a des départements où il y a 7, 8, 9, 10 groupes. Je n'ose pas imaginer comment on arrive à introduire cette part individuelle pour l'évaluation individuelle des compétences. Parce que la compétence, elle s'acquiert individuellement, même si le travail est de groupe. Donc, c'est très difficile d'arriver sur des grands groupes à arriver à individualiser cet apprentissage. Voilà, et donc on le fait sur un certain nombre de semestres en rapport avec des niveaux de compétences et en lien évidemment avec nos référentiels qui s'appellent nos programmes nationaux. On ne fait pas ça non plus dans l'absolu, c'est très guidé et très normé. Alors, exemple de SAE, c'est parti, attention. Alors, je suis parti du PN d'un merveilleux BUT, qui est le BUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. C'est le BUT du management et des managers. Voilà. C'est ni TC, ni GEA, c'est, j'allais dire un mix des deux, c'est horrible. Mais on est orienté management. Donc voilà, je suis parti ça. Je vous ai montré
à quoi ressemble une fiche du PN. Je crois que c'est important de partir. Alors, je suis parti du concevoir la stratégie marketing d'une organisation. Voilà, donc vous avez le lien avec la compétence. Donc, concevoir la démarche marketing, on est en première année, donc c'est du tronc commun, et donc c'est souvent du monocompétence en première année. Le niveau, et puis on a les objectifs avec les tâches, les propositions de mise en œuvre, et nous avons nos fameuses ressources, qui sont donc les ressources mobilisées. Alors, souvent, on les prend comme des ressources traversées, on va dire. Donc, on va trouver dans notre SAE un certain nombre de ressources qu'on traverse, même si en fait, c'est pour en fait rattacher un certain nombre d'activités à ces ressources et montrer qu'on les mobilise bien. Donc, l'étudiant va traverser un certain nombre de ressources. On a nos volumes horaires et on a nos fameuses heures projets avec nos heures libres qu'on va trouver effectivement là-dessus, et souvent des types de livrables. Alors, on s'est organisé, nous, dans notre département, à l'IUT de Montreuil, avec l'outil Padlet. D'accord ? Donc j'en profite pour dire que la centrale pédagogique propose des formations sur des outils, dont Padlet par exemple. Voilà, donc le département a adhéré, tout le département a adhéré à Padlet pour ranger, vous voyez, toutes nos SAE à disposition de tous les collègues et ensuite à disposition des étudiants pour avoir un lien, etc. Et donc là, on a l'année entière remplie sous Padlet. Et voilà donc celle de marketing. Alors j'ai pris un cas. Donc voilà, on est recruté au service marketing de la société Dona et on va avoir à réaliser un certain nombre de travaux qui sont au sein des ressources. Donc vous pouvez voir, je vous l'ai mis sur l'orientation sur les travaux à réaliser. Et donc vous avez, alors par exemple, donc on doit essayer de faire une recherche, une revue de presse autour des tendances du snacking, puisque l'idée c'est de créer un nouveau sandwich. Donc c'est une SAE qui fonctionne, alors je suis reparti en arrière, c'est une SAE qui fonctionne très bien puisqu'on demande aux jeunes de concevoir une nouvelle recette de sandwich industriel qui serait vendue donc par Dona, et donc ça fonctionne plutôt bien puisqu'ils vont jusqu'à la recette, et on a même eu des soutenances difficiles avec des dégustations de sandwich. Ils ont bouché la cuisine du personnel de l'IUT en faisant la cuisine, enfin c'était un peu compliqué, et on a moi j'ai dû goûter 30 sandwichs différents, enfin c'est effrayant. et les conditions sanitaires et tout ça, enfin, je pense qu'il va falloir essayer de faire plus simple, mais voilà, on est arrivé aussi à du concret, donc une étude sur les tendances du snacking, ensuite donc plutôt revue de presse, une étude de marché, un travail en langue sur ce qui se fait à l'international, on imagine une recette. Alors on a trouvé, ensuite on calcule le coût, puisqu'on a trouvé un site internet qui permet de, en fait vous mettez les ingrédients et vous avez le coût du sandwich à la portion, etc. Donc c'est assez intéressant, et on termine donc par un livrable avec une présentation, un rapport, etc. Donc ça vous donne une idée de SAE que nous faisons avec nos étudiants. Alors évidemment se pose le problème de la question de l'évaluation, donc j'ai déjà situé comment évalue-t-on une compétence, hein. C'est extrêmement difficile, la noter est assez étrange, donc il faut, comment on l'évalue individuellement alors que c'est un groupe qui travaille, très difficile aussi, voilà, donc ça nécessite le niveau de maîtrise, le problème, le feedback, c'est-à-dire que vous faites des grilles, c'est bien gentil, mais si personne ne rend les grilles, ça sert à rien parce qu'il n'y aura pas de preuve pour le portfolio. D'un autre côté, rendre une grille, c'est gentil, mais ça ne fait pas un bilan, c'est pas suffisant. Donc il faudrait revoir le groupe pour essayer de travailler avec eux, pour savoir quels sont les points d'amélioration, etc. Voire leur faire refaire la SAE, pourquoi pas, mais c'est bien de le dire comme ça, mais à faire, c'est impossible. Je ne vous parle pas des problèmes des absents, des gens qui sont malades, une partie de la SAE, enfin, ça ouvre beaucoup de soucis. Et la question des notes, qu'est-ce qu'on met comme note, comment on le rentre, voilà. Est-ce qu'on peut avoir 12 sur 20 à une SAE? Qu'est-ce que ça veut dire 12 sur 20 une SAE? On ne sait pas bien. Alors il existe des grilles.
Voilà, alors je vous en montre une. Hein. Pareil, c'est très compliqué. Hein. On est partagé entre, on fait référence aux apprentissages critiques. On a beaucoup de collègues qui disent oui, mais on doit rajouter la qualité de la présentation, la qualité du PowerPoint, etc. Mais ce ne sont pas forcément des compétences en raccrochement avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fonctionne ? Comment on gère les langues ? C'est bien gentil, mais il y a des collègues de langue, donc il faut les associer, il faut qu'ils apparaissent. Comment on gère les collègues lors des SAE ? Comment ça s'organise ? Alors, vous avez des IUT qui font par tranche de 2 heures toutes les semaines. Donc on a SAE 2 heures, et puis la semaine suivante toujours. Alors, toutes les SAE viennent finalement en juxtaposition. Alors, est-ce que l'étudiant arrive à suivre que ce matin, il a S2 02 et que l'heure suivante, c'est S2 04, et que c'est un groupe différent ? Est-ce qu'il arrive ? Il y en a d'autres qui font des semaines dédiées. Alors, il y a eu beaucoup de critiques. Est-ce qu'on peut faire une semaine dédiée avec une SAE, se mettre dans le bain, etc. Il y a autant de questions et pas de réponses. Et ensuite, comment on évalue les choses avec effectivement des grilles et des éléments. Et tout ça devant arriver à notre portfolio. Donc avec toutes les grilles ont été rendues, la remédiation est faite. Et ça apparaît donc comme un prolongement des SAE, c'est comme ça que je le vois, donc avec notre fameux passeport dont on a parlé le premier jour, hein, dans lequel je suis supposé, peu importe l'outil, mettre des preuves des compétences que j'ai acquis tout au long de cette année. Voilà. Et bien on va arriver, ça y est, on a fait le tour. Merci Jean-François. Je peux réagir en RH, puis après je vous donne la parole. Oui, parce que mon métier c'est les RH. Et moi, c'est vrai que je suis là, j'ai eu les commentaires de la présentation. Moi, j'ai l'impression que la SAE, telle que tu l'as décrit, c'est plus une mission qu'une situation. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension ? Parce que moi, je suis dans la démarche AFEST en tant que RH, et la FEST, on repère vraiment une situation de travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur 36 000 compétences et puis plusieurs étapes, etc. Alors effectivement, là, on est sur une mission. Le problème, c'est qu'on doit traverser des ressources et que pour lui donner un sens, il faut bien des contenants à chaque univers. Donc là, on doit traverser l'univers de la communication. Donc dans le cadre de la mission, on fait une revue de presse. C'est difficile d'arriver à proprement dire simplement une activité, est-ce qu'elle soit traversée ? Parce que dans les faits, personne ne va à la fois faire une revue de presse, aller concevoir une recette de sandwich. Enfin, ça n'existe pas, la personne qui fait ça, elle n'existe pas. C'est toute une équipe, il y a tout un... Donc effectivement, là dans le cas présent, on est plutôt dans une mission, oui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Des remarques, des observations. Alors allons-y. Oui. Oui, moi je voudrais poser, d'abord je voudrais vous remercier tous les deux, et puis chers collègues, je voudrais vous remercier, vous êtes tellement exposés, et du coup vous êtes en situation à risque. C'est pas de la feste. Alors j'ai regardé qui dans la salle venait, parce que je me suis dit, oh là là. C'est ça. Oui, je vous écoute. Un peu d'informations sur, si vous me permettez, les cadres qui sont les vôtres pour dire ce que vous dites. C'est-à-dire d'où vous partez d'un point de vue théorique et méthodologique. Et j'ai apprécié votre intervention. Hein, donc n'entendez pas non, ce qu'il du ne tout. faut pas entendre dans mon questionnement. Mais c'est parce que ça m'interroge justement par rapport à mes propres champs disciplinaires. Je voudrais savoir d'où part la FEST pour raconter ce qui est raconté, tout en ayant compris que c'était bien évidemment la loi qui vous amenait à faire tout ça, hein, qu'on soit d'accord. Oui, bien sûr. Alors, pour vous expliquer un petit peu la genèse de comment nous, on a travaillé à l'AFDAS, c'est vrai que quand la loi est arrivée, il n'y avait pas de cadre, mais il y avait un certain nombre de règles à respecter. Donc, il a fallu introduire ces règles dans un cadre. Donc, nous, on a vraiment travaillé déjà avec un organisme de formation qui était expert, vraiment de la FEST, et qui s'est approprié. Et donc, on a travaillé énormément avec lui pour savoir justement comment on pouvait la mettre en place dans nos structures à nous, en interne, quelles étaient les étapes à respecter, quels étaient les outils
qu'on pouvait mettre en place effectivement pour aider les personnes et quelles étaient les réalités terrain. Donc c'est pour ça qu'on a mené plusieurs expérimentations. Là, je vous ai vraiment parlé des expérimentations qu'on a mis en place. Donc on a testé, tout simplement. Donc on est parti un petit peu de cette théorie que pouvaient nous apporter les différents organismes de formation et même des différentes structures qui se sont penchées sur la FEST. Donc il y a eu tout ce, on va dire, tout ce background théorique. Et après, on est parti vérifier, c'est-à-dire qu'on a testé. Pardon ? Ah oui, tout à fait. Alors en fait, ouais, on n'est pas réellement dans une posture. En fait, c'est ce qui est véritablement admis normalement dans une AFEST. Vraiment, quand on la met en pratique, c'est de ce dont on se rencontre. Mais c'est vrai que nous, on s'est beaucoup appuyé sur les différents organismes de formation qui l'avaient déjà mené. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé avec eux et c'est vraiment eux qui ont théorisé la chose parce que le problème quand vous êtes dans la formation professionnelle continue et que la loi vient vous imposer quelque chose, c'est que vous n'avez pas forcément, et que vous devez le mettre en place tout de suite, vous n'avez pas forcément le terreau scientifique qu'il y a derrière, comme vous en tant qu'universitaire, vous avez des gens qui vont vraiment se poser la question de savoir, il faut agir, il faut y aller. Et donc du coup, on apprend essentiellement en faisant. Donc c'est un peu notre méthode à nous. On a fait un petit peu d'AFEST, justement pour pouvoir développer cette méthode. Donc c'est un changement de posture qui est compliqué. C'est pour ça que je vous parle vraiment de l'expérimentation. C'est parce que vraiment, on a appris en faisant. Et on a fait évoluer les pratiques au fur et à mesure en vérifiant ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné. Donc en fait, c'était presque une mise en abîme, d'AFEST en AFEST. Donc je comprends parce que pour vous, il faut toute une théorie, voilà, mais elle s'est développée bien après, en fait. Au fur et à mesure, en même temps que nous, on montait les choses, il y a eu des gens qui se sont penchés sur cette modalité et qui en ont un peu plus parlé. Oui. Alors que vous utilisez des cadres qui sont connus depuis le siècle passé. Oui, tout à fait. Il y a le compagnonnage, il y a pas mal de choses qui y ressemblent. Oui, bah pourquoi pas, effectivement, et c'est aussi la raison de cette rencontre ici. C'est comme je le dis, nous on a appris en faisant, mais on continue en fait à apprendre. On continue à développer la FEST, on continue à essayer de voir quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour l'introduire dans des dispositifs, parce qu'on a divers dispositifs de formation. Et effectivement, ce serait très intéressant de pouvoir travailler justement avec tous les acteurs de la formation, quels qu'ils soient, pour pouvoir développer effectivement cette modalité qui est nouvelle et qui en soi réinvente peut-être aussi la pédagogie d'une certaine manière, même si ça existait déjà, on avait beaucoup de choses en situation de travail, mais c'est plus les postures. Nous, ce qu'on a remarqué, c'était plutôt les postures qu'il fallait faire évoluer plutôt que la méthode en elle-même, parce qu'elle existe. Mais oui, effectivement, pourquoi pas travailler avec plusieurs acteurs, et c'est des choses qu'on pourrait définir ensemble. Hein. Effectivement. Je vous en prie, madame. Et merci de votre question. Alors, c'est moins universitaire que la question d'Anthony Eta, mais c'est quelque chose de plus pratique. 3 petites questions. Sur le diaporama, on a vu que le référent, j'avais l'impression qu'il devait être habilité ou accrédité en tant que référent. C'est par qui et comment. La deuxième chose, c'est quel est le montant approximatif de financement, c'est-à-dire comment on va le chercher, c'est quand même important. Et la dernière qui ouvre le champ, comment des structures comme les IUT peuvent participer à ça. Mais ça fait partie de la discussion. Et puis j'ai une remarque sur les SAE. Les SAE, voilà, et là on est sur une SAE de semestre 1. Donc il faut garder ça en mémoire. C'est-à-dire à la fin du semestre 1, on n'a pas formé le technicien supérieur ou le cadre intermédiaire qui est sorti au S6. Donc ces évolutions-là ne sont pas pareilles. On ne va pas mettre quelqu'un en situation professionnelle au semestre 1 comme quelqu'un qui est diplômé. Donc évidemment que c'est une démarche qui est importante et qui se crée, même si c'est la première année, petit à petit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut
à laquelle il faut faire attention sur les semestres 1 et les semestres 2, que cette évolution-là, elle est plus globale sur les compétences et que le portfolio, et ça peut rejoindre un peu l'AFSET, c'est pas simplement un carnet où on remplit, c'est la base, c'est une démarche réflexive sur comment on acquiert ses compétences et comment on les maîtrise, et c'est évalué aussi par des pairs qui ne sont pas simplement que les enseignants. Voilà, donc ça c'est un peu le parallèle. Alors pour répondre à la question sur le référent, effectivement, comme je vous ai dit, le référent est une fonction. Donc ce n'est pas quelque chose de véritablement normé. Il n'y a pas d'obligation en fait pour une entreprise à désigner un référent. Nous, c'est ce qu'on conseille pour que la démarche fonctionne. Et ce que font certaines entreprises, c'est que parfois elles n'ont pas les moyens ni le temps d'avoir un référent en interne, donc elles font appel à un référent en externe. C'est ce que je vous disais, il y a pas mal de cabinets, de prestataires externes qui peuvent dispenser en fait cette formation-là et les aider à monter un parcours. Donc, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un en interne. Nous, c'est ce qu'on conseille pour qu'une AFEST fonctionne, mais ça n'est pas une obligation. Alors, sur les financements, alors je vous dirais que ça dépend de l'OPCO duquel vous dépendez, effectivement, déjà, premièrement. Et il faut être salarié d'une entreprise pour avoir ce type de financement. Et après, ça dépend le parcours dans lequel vous êtes. Il y a des taux de prise en charge qui ne sont pas communs, en d'autres termes. Ça veut dire que vous pouvez, nous, dans l'AFDAS, alors je ne vais pas vous donner tous les taux parce que j'ai peur, en fait, effectivement, de me tromper, mais nous, on peut financer, par exemple, la formation référent. Si vous avez besoin de suivre une formation référent, on peut la financer jusqu'à un certain taux. Après, on ne va pas financer directement la partie AFEST dans l'entreprise. Ce qu'on va financer, ça va être plus, on va dire, le parcours de formation en lui-même, le temps qui a été utilisé pour effectuer cette formation. Après, nous, on a d'autres dispositifs, mais peut-être qui ne vous concernent pas, ce qu'on appelle par exemple les appuis conseils, où là, on va vraiment financer 5 jours, à proprement parler, d'un prestataire externe qui va venir dans votre entreprise et qui va vous aider à monter une AFEST. Voilà à peu près les financements. Mais comme je vous l'ai dit, l'AFEST, c'est quelque chose de très nouveau. C'est une modalité, c'est bon, ça a quelques années déjà, mais ça reste très nouveau. Même dans la manière de la concevoir, et tous les OPCO n'ont pas les mêmes systèmes. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à identifier, vous êtes salarié de quelle entreprise, et cette entreprise dépend de quel OPCO pour après avoir les financements. Mais sachez que ça peut être financé, effectivement. On a une question en ligne. Il y avait une deuxième question. Alors, donc c'est une question pour vous, Madame Attaf. Oui. De Madame Françoise Cogut-Cubiac. Oui. Donc, au-delà des expérimentations dont vous nous avez rendu compte, percevez-vous un engouement pour l'AFEST de la part des entreprises ? Une étude récente du CEREC dans le BTP montre que c'est très peu mis en œuvre en raison de la lourdeur du processus. Alors, très bonne question, effectivement. Donc, c'est vrai que là, on est beaucoup sur des expérimentations et que l'AFEST, effectivement, peut apparaître comme assez chronophage et lourde en investissement pour des entreprises qui n'ont pas l'habitude de les mener. Et il faut savoir, à la différence de vous, c'est que les personnes d'entreprise ne sont pas des pédagogues en soi. Ce n'est pas leur métier, donc c'est des choses qu'ils font en plus. Ils apprennent et ils le font en plus. Donc c'est vrai qu'on voit qu'effectivement, ça ne prend pas de la manière dont on le voudrait, mais effectivement, ça s'améliore d'année en année. De plus en plus, nous, ce qu'on remarque en tout cas, c'est que les entreprises qui intègrent vraiment une démarche AFEST continuent à le faire. Et donc, c'est aussi un peu notre travail et le travail de tout le monde d'essayer aussi de communiquer sur cette modalité et aussi essayer de l'introduire dans des parcours, ce qui est peut-être aussi peut-être plus facile. Une fois que c'est dans des parcours diplômants et que l'étudiant a eu l'habitude, enfin l'apprenant a eu l'habitude de le suivre, peut-être qu'après c'est quelque chose qu'il intégrera plus facilement. Alors je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question, mais si ? La réponse ? Si, je pense que vous avez répondu à la question. Bon. Après, dans le bâtiment, je ne peux pas m'exprimer sur le bâtiment parce que je ne suis vraiment pas de ce secteur d'activité-là. Mais je pense qu'ils sont vraiment sur des gestes métiers en plus, donc l'AFEST devrait vraiment fonctionner. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas les problèmes de sécurité, comme je vous en ai parlé ? Donc, voilà. Bah non, en tout cas, les expérimentations, elles ont porté leurs fruits parce que, comme je vous l'ai dit, bon, il y a le parc Astérix, par exemple, qui a fait pas mal d'AFEST, il y a pas mal d'entreprises. Et puis, par exemple, lorsqu'on l'a introduit dans un parcours certifiant et on pense pouvoir le faire après, ça a très, très bien fonctionné. On a 3 sessions depuis 2 ans et il y a encore des personnes qui veulent suivre cette formation-là. Et d'ailleurs, les studios d'animation qui s'étaient investis dans l'expérimentation au démarrage ont continué ces modules-là et d'autres studios d'animation sont venus nous rejoindre. Et en fait, on a vraiment les plus gros. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais Illumination MacGuff, Xilam. Xilam, c'est celui qui fait Huggy les cafards. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Donc voilà, donc on a vraiment les plus grands en ce moment. Oui, monsieur. Est-ce que la FEST vient, ou est-ce que vous prévoyez que la FEST vienne en complément de d'autres dispositifs, comme par exemple pour venir compléter une VAE? Ah, tout à fait. Non, mais tout à fait. Elle peut être introduite dans une VAE et dans un parcours VAE. C'est une des modalités de formation qui peut l'être. Alors, pour le moment, on ne l'a pas fait, mais on pourrait l'envisager, oui, effectivement. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais ça me semble tout à fait possible de les intégrer dans le cadre d'une VAE, effectivement, sur la partie des compétences qui restent à acquérir. Tout à fait. Et si je reprends la question de Nabi, voilà, ça veut dire que comme vous contribuez au financement de la VAE, ça va être des financements complémentaires. Ce n'est pas une enveloppe globale pour un seul et même diplôme. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que là, vous êtes sur de l'alternance. Donc quand vous êtes sur de l'alternance, c'est les modes de financement des contrats d'apprentissage ou alors des contrats de professionnalisation. Mais nous, comme je vous l'ai dit, là, c'est en contrat de professionnalisation, l'exemple que je vous ai donné. Donc, on a introduit le financement à l'intérieur, effectivement, les 180 heures. Ce que j'ai oublié de vous dire peut-être, mais parce que nous, on n'a pas le droit de financer plus que de 180 heures d'AFEST. Donc, c'est pour ça qu'on est resté à 180 heures, par exemple. Donc, il y a des règles qui sont régies, mais effectivement, cette partie-là peut être finançable, puisque c'est une action de formation qu'elle est reconnue par la loi. Je crois que le point sur lequel il faut être vigilant, c'est que les règles peuvent changer et différer, d'un OPCO à varier, l'autre. Donc, si vous intervenez en formation tout au long de la vie auprès de différentes entreprises, l'étape, c'est quand même de vous rapprocher de l'OPCO qui accompagne pour savoir quel est le dispositif de financement. Et puis peut-être aussi un autre commentaire sur ce qui a été dit précédemment, c'est que par rapport à l'appétence des entreprises sur la FEST, moi j'accompagne beaucoup d'entreprises, je fais des RH dans plein d'entreprises, il y a le dispositif légal, mais comme le dispositif de financement n'est pas forcément toujours lisible pour les entreprises. Tout à fait. Il y a beaucoup d'intérêt pour la FEST au sein des entreprises, et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont emparées du principe de la FEST, c'est-à-dire qui ont identifié les situations apprenantes, qui ont identifié quelles sont les compétences qu'on va acquérir via ces situations apprenantes, quelles sont les connaissances qu'il faut avoir acquises au départ, et comment je forme mes managers à la pratique réflexive ou des référents à la pratique réflexive, et qui en fait mettent ça en place et qui ne vont voir le co que pour la formation peut-être des managers sur la pratique réflexive. Vous voyez, c'est pas forcément intégré dans toutes les statistiques qu'on peut voir. Néanmoins, en étant sur le terrain, on voit qu'il y a une vraie appétence de ce dispositif au sein des entreprises. Oui. Mais je vous en prie. Ce sera mieux. J'ai trouvé très intéressant aussi l'analogie, forcément, et c'est pas pour rien qu'on se retrouve ici, entre les deux. Et justement, donc, pour vous, chers collègues, peut-être est-ce que vous pouvez nous narrer l'intérêt pour nos apprenants par rapport aux situations d'apprentissage et d'évaluation, puisqu'on a entendu par Madame un intérêt du côté des professionnels et des entreprises, et qu'en est-il du côté de nos apprenants ? Très clairement, en fait, ça permet pour eux de se rendre compte qu'ils savent faire des choses. Je crois qu'en fait c'est ça. En fait, ils se rendaient pas compte. Et en plus, ils arrivent avec des compétences que nous on leur a pas données. Donc et qu'ils acquièrent aussi ailleurs. Et donc là, ça permet, tout ça mis bout à bout, permet de faire un vrai bilan, un bilan de compétences en quelque sorte, et qu'ils se rendent compte de leur valeur en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. Avant, en fait, quand on basait tout sur la connaissance, on avait le principe, on parlait de théorie. C'était l'espèce d'urne qu'on remplissait, qui était vide. C'est cette théorie, je remplis mon... Et aujourd'hui, en fait, on ne cherche pas à remplir à tout va parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont déjà des compétences. Donc, en fait, c'est ça. Je ne pars pas de zéro du tout, jamais. Avant que je partais de zéro, je veux le savoir. Forcément, j'arrivais, mon cours, c'était un cours de l'année, donc personne n'avait de connaissances sur ça. Aujourd'hui, je travaille en compétences et du coup, il y a des jeunes qui ont déjà des compétences et on s'appuie sur certains jeunes qui vont aider leurs camarades, etc. Donc ça change totalement l'état d'esprit. Voilà.
De rien. C'est pas une question, c'est juste pour prolonger ça. En fait, on se rend compte, alors même si je suis directeur d'IUT, j'encadre une SAE parce que je trouve que c'est intéressant et le PPP, mais je pense, et ça nous a bousculé, les gamins, ils se sont appropriés les SAE plus vite que nous. Et pas simplement parce que ça compte pour 40%. Et ça, c'est quelque chose, je le dis, qui bouscule la plupart des collègues. Et c'est une bonne chose. Simplement, il faut vraiment ce que je disais tout à l'heure, cette progressivité, travailler à plusieurs, faire des choses ensemble. Par contre, sur le portfolio, aller le présenter tout seul et le valider. C'est tout cet ensemble-là. C'est pas simplement que dans la SAE qu'on va valider la compétence individuelle, mais on va aussi la valider quand ils vont présenter dans le cadre de la démarche du portfolio ce qu'ils ont retenu de ça. Mais en tout cas, même si c'était rapide, bon, c'est la conclusion que j'en retire, on ne peut pas revenir. En tout cas, les gamins qu'on a eus en première année, en deuxième année, ils vont demander les SAE. Et ils ne se sont pas posés de questions. Ça, on avait tous peur parce que c'est un truc qui paraissait nouveau, qu'on n'a pas l'habitude. Mais s'il y a quelque chose, bon, les collègues pourront dire, mais globalement, moi, c'est la première surprise. C'est-à-dire que ça leur va bien à nos gamins. Et c'est déjà une bonne chose. Je veux bien dire un mot sur les SAE. C'est vrai qu'on pratique des choses assez qui ressemblaient en fait déjà à ça par le passé. Il y a quand même quelque chose qui est merveilleux avec les SAE, et c'était vrai aussi avec les projets, c'est que les étudiants quittent la salle en retard. Non mais ça c'est pas rien. C'est pas rien, ça veut dire que finalement des fois c'est moi qui finis par les mettre dehors, parce que je dis on va pas finir la journée quoi. Et ça montre un état d'esprit. En fait ils apprennent sans s'en rendre compte. Et dans le plaisir, en plus, on a le droit d'apprendre en ayant du plaisir. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Après, où je suis un peu plus gêné, c'est par rapport à mes collègues de maths et d'anglais, là où il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose, parce qu'ils ont un peu du mal à se situer là-dedans. Et sur les évaluations des SAE, enfin, on évalue le livrable, en fait. Donc on arrive toujours à se débrouiller. Il nous faut une démonstration, il nous faut un diaporama. Ils nous livrent quelque chose, on arrive toujours à mettre une note. Enfin, et puis en général, c'est pas ces notes-là qui découlent, hein, loin de là. Surtout qu'avec le coefficient de 40%, ça a même plutôt tendance à tirer vers le haut. Par contre, je pense que sur certaines ressources comme les maths, l'anglais, etc., il faudra qu'on ait une réflexion parce qu'on a quand même mis nos collègues dans des situations un peu compliquées. Et on a recopié, alors je présidais le jury lundi dernier, là, de TC en particulier. Et toutes les notes d'anglais sont recopiées partout, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Ça. Donc il va falloir qu'on reprenne cette question-là parce que autant on a progressé sur les SAE que là, pour le coup, on a un trou dans la raquette sérieux. Hein. Surtout que les langues sont évaluées dans toutes les compétences, donc elles sont transverses. Et du coup, ça effectivement multiplie les formes d'évaluation pour arriver à... Parce que moi, j'ai eu aussi un collègue de droit qui nous a rendu une note. Un étudiant, il a mis 5 et 5 3 fois. C'est lourd. Non, juste un mot, je pense que l'endroit où on a gagné dans les SAE, c'est que ce qu'on retrouvait habituellement dans les 2 dernières lignes de CV parce qu'on leur faisait violence, aujourd'hui on le retrouve complètement injecté dans une compétence. Et là, ça veut dire qu'on a gagné quelque chose, ils osent enfin parler d'eux et de ce qu'ils font en dehors de l'établissement de formation. Bon ben, merci à vous deux, hein, et bravo.